Bonsoir, Guinée-Info, le titre du journal. C'est parti pour les travaux d'exécution de la route 2x2 voies km 36 Koya. Et les riverains se frottent déjà les mains dans cette localité. Et puis l'école guinéenne rouvre ses portes le 19 janvier prochain et dans les familles, les avis sont partagés par rapport à cette décision du gouvernement. Les détails, c'est dans ce journal. Enfin, 72 heures après la naissance des bébés Chiama, l'intervention chirurgicale pour les séparer n'a pas eu lieu et d'autres analyses sont en cours. Les détails, c'est dans cette édition. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la une de ce journal. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature se prononcent sur la nomination de 50 auditeurs de justice dans les cours et tribunaux du pays. Une étape qui intervient juste avant la signature du décret par le chef de l'État. Explication, Thierno Younoussaba. Dans les juridictions du pays, la nomination de nouveaux magistrats est attendue. 50 auditeurs de justice sortis récemment du centre de formation et de documentation judiciaire de Conakry sont concernés. Ils vont être déployés dans les différents cours et tribunaux de la Guinée. Après proposition du garde des Sceaux, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, réunis en assemblée générale, statuent et donnent leur avis sur les prochaines mutations de ces professionnels du droit, appelés désormais à juger. Désormais, c'est les magistrats qui gèrent leur carrière. C'est une première en Guinée. C'est les magistrats qui sanctionnent leurs collègues. Tout ça aussi, c'est une première. Dans le passé, les magistrats étaient sanctionnés dans des conditions parfois très floues. Ils étaient nommés à leur insu, à l'insu de leurs collègues. Tout cela a changé. Après avis du Conseil supérieur, va intervenir la signature du décret portant nomination des magistrats par le chef de l'État, président de l'organe. La procédure obéit au principe d'une bonne administration judiciaire. Il s'agissait pour le Conseil de donner un avis conforme sur le décret, sur le projet de décret du ministre de la Justice. Comme vous le savez, c'est une loi organique qui le prévoit, donc le ministre préside, en l'absence du président de la République, préside la séance du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai expliqué comment j'ai ventillé un peu ces 50 jeunes magistrats dans les différentes juridictions du pays. Certains cas qu'on a corrigés du mois d'octobre également. Le Conseil s'est donc a posé des questions, a donné un avis conforme et le décret, on le fera signer par Monsieur le Président de la République dans les jours à venir. Après l'installation du Conseil supérieur de la magistrature et de l'application du statut particulier des magistrats, la justice guinéenne se veut désormais indépendante. Tout un espoir. Et puis, c'est communiqué dans le cadre de l'exécution du programme de réforme de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux invite l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire au respect scrupuleux des principes de base du fonctionnement de l'administration publique. En effet, il ressort du constat fait sur le terrain que bon nombre d'agents de l'administration pénitentiaire ne se représentent pas à leur poste de travail au préjudice du service public pénitentiaire. Cette attitude injustifiable qu'on peut qualifier d'abandon de poste crée un sérieux problème de contenu, de continuité du service public de la justice. En conséquence, il fait injonction de tous les agents pénitentiaires qui sont affectés de rejoindre impérativement leur poste avant le 26 janvier 2015. À défaut, il s'expose à des sanctions allant de la suspension de fonction avec retenue de salaire à la radiation pure et simple des effectifs de la garde pénitentiaire. Signé Maître Cheikh Sako. A versé dans ce dossier, le tribunal de première instance de Dixine a rendu ce matin le verdict dans l'affaire drame de Rogbane. Le directeur général de l'agence guinéenne de spectacle et d'autres prévenus ont été condamnés pour homicide involontaire et écopent de 5 mois à 5 jours de prison. Dans le reste dans le volet éducation, l'école guinéenne ouvre ses portes le lundi 19 janvier. C'est une décision des autorités du système éducatif. Depuis cette annonce, les acteurs de l'éducation sont dans les préparatifs de la rentrée dans les quartiers. Les parents sont partagés entre joie et inquiétude. Voici le constat de nos reporters Denis Timbo Mongono, Sanatondon Kamara. La direction communale de l'éducation de Matoto. Les enseignants sortent d'une réunion pour les préparatifs de la rentrée scolaire.
Ici, l'ouverture des classes le lundi prochain n'est pas une surprise. Comme cela avait été prévu, alors l'essentiel c'était d'abord la présence des kits dans les écoles. Et les kits là sont disponibles dans les écoles. Et bien avant cela, les emplois du temps et tout ce qu'il fallait y mettre sur place, nous l'avons fait. Nous attendions que cette date-là pour démarrer les choses. Dans cet établissement, les murs bénéficient des coups de pinceau. Le dispositif sanitaire anti-Ebola est en place. Lundi, cette école ouvrira ses portes. Seulement, les inscriptions ne sont pas au point. On avait commencé les inscriptions au mois d'octobre, mais lorsque pratiquement ça prenait du temps, alors les parents hésitaient, et il y avait aussi beaucoup de psychose, c'était même pas l'année blanche. Sinon, les gens venaient tous les jours prendre des fiches de renseignement, et je pense que les gens n'étaient pas tout à fait prêts maintenant là, mais je crois qu'avec l'information d'hier, je pense que les gens comprennent maintenant conscience et ils viendront à partir de lundi. Côté élèves, c'est une bonne nouvelle, mais aussi une surprise. Ces élèves venus prendre des fiches de renseignement sont tout de même contents pour la rentrée des classes. Je suis contente de reprendre les classes. Même si l'épidémie n'est pas finie, je vais venir à l'école pour étudier. Dans les quartiers, les parents sont partagés entre joie et inquiétude. Des inquiétudes par rapport au déroulement de l'année scolaire, à l'achat des fournitures scolaires et aux inscriptions dans les écoles privées. Je suis très surprise et je suis très contente parce que les enfants ont perdu leurs habitudes. C'est très important de reprendre les classes. Mais seulement, nous ne sommes pas prêts pour le lundi. À partir d'aujourd'hui, nous allons essayer. Depuis 6 mois, les élèves sont restés à la maison à cause de l'épidémie Ebola. Aujourd'hui, les autorités estiment que l'école peut ouvrir ses portes. Tous les dispositifs sont pris pour minimiser les risques de propagation de l'épidémie Ebola, une épidémie qui est sur le point d'être vaincue. Déjà, à Matoto, la direction communale de l'éducation et ses partenaires se concertent pour une rentrée des classes sans Ebola. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur le renforcement des mesures de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le reportage est signé Mama Estata Kamara. Ils sont massivement mobilisés ce matin. Parents, encadreurs et élus locaux prennent part à la journée de concertation sur la prévention d'Ebola en milieu scolaire. Cette séance vise à sensibiliser les enseignants et parents d'élèves sur l'application des mesures de prévention de l'épidémie. Nous avons pris des dispositions que nous, on n'a pas les moyens directs de communication. Donc on a passé par ces créneaux, les imams, demain c'est vendredi, pour informer les parents d'élèves non seulement de l'ouverture des salles de classe à partir de lundi, et que les enfants soient informés qu'un certain nombre de dispositifs sont placés dans les écoles et que c'est une contrainte pour eux pour passer et laver la main avant d'être en classe. À 3 jours de l'ouverture des classes, les dernières consignes sont données. L'ensemble des acteurs concernés se disent déterminés à appliquer les méthodes de prévention. Ceci pour éviter que Ebola passe par l'école guinéenne. Comme annoncé dans les titres, cette bonne nouvelle pour les riverains de la route 2x2 voies, kilomètre 36 Koya. La phase d'exécution du projet démarre et hier, le ministre des Travaux publics a lancé les travaux pour une durée de 16 mois. Alpha Yaya Silla. Accompagné de celui délégué à la défense et du directeur de la justice militaire, était sur le site pour lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route 2x2 voies, kilomètre 36 Koya. À la faveur du lancement des travaux de construction du pont Kaka, le président de la République a décidé de faire de cette route une autoroute. Aujourd'hui, je demande à la population de Koya, aux riverains de cette route, d'être patient, d'être tolérant. Et on ne peut pas faire une si grande route, n'est-ce pas, sans provoquer des désagréments.
Cette route 2x2 voies, km 36 Koya, est longue de 17 km 500. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Hainan Chine. Le coût de réalisation est de plus de 466 milliards de francs guinéens. Les caractéristiques de cette route avec l'option 2x2 voies sont les suivantes. Début du tracé, km 36. Fin du tracé, km 53 500. Longueur totale, 17 km 500. Plateforme, 18 mètres 50. Chaussée, 2 fois 7 mètres. Bande d'arrêt d'urgence, 2 fois 1 mètre 50. Devant les sages, élus locaux et l'administration préfectorale, le ministre des Travaux publics s'est réjoui de la compréhension des populations face aux enjeux de développement de leur localité. C'est maintenant qu'on peut réaliser réellement les travaux. Ce que je demande aux populations riveraines et aux usagers, nous allons maintenir l'opération d'arrosage. Cette opération sera régulière. Cependant, elle ne pourra pas mettre définitivement fin au problème de poussière. Les travaux de reconstruction de la route 2x2 voies km 36 Koya sont prévus pour 16 mois. Les populations sont invitées à respecter le plan de développement en cours. Les emprises de route déjà libérées ne doivent plus être occupées. Politique avec cette sortie médiatique du collectif pour la réélection d'Alpha Condé craque en abrégé. Ce collectif brise le silence et éclaire la lanterne de l'opinion publique sur les acquis du gouvernement du changement. Mohamed Souma nous fait le point. Le crack face à la presse avec pour thème également le crack face à l'actualité. Il présente le bilan de la gestion du professeur Alpha Condé. Place est donnée aux réformes du secteur économique dépréciées en 2014 en raison de la fièvre Ebola. Une prévision de la croissance économique de l'ordre de 4,6% était en vue, mais chute de 1,3% au sortir de la session 2014. Depuis que le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir, tous les agrégats qui étaient au rouge, la tendance a été inversée. Et pour preuve, le point d'orgue de cette bonne politique a été l'atteinte du point d'achèvement en septembre, le 26 septembre et le 25 septembre. Les deux conseils d'administration du Fonds et de la Banque mondiale ont donné à la Guinée, vous savez quoi, le brevet de bonne conduite, le brevet de la bonne gouvernance économique qui conditionne la bonne gouvernance politique. Et les deux se tiennent. Et aujourd'hui, la Guinée est devenue sur le plan économique et financier un pays fréquentable. Pour ce quinquennat presque à terme, le collectif pour la réélection d'Alpha Condé opte pour le débat. Il pense positif le bilan de cette mandature, même si par endroits les efforts à déployer restent de mise. Le bilan de Alpha Condé, c'est par rapport à Alpha Condé lui-même. La question qu'il faut se poser, quand Alpha Condé venait au pouvoir, l'attente qu'on plaçait en lui, est-ce qu'il a atteint tout ça? Sinon, le bilan par rapport au passé, il n'y a pas de comparaison. C'est largement positif. Mais par rapport à Alpha Condé lui-même, certes, il en manque encore, mais pas par rapport au passé. Réélire le président Alpha Condé, c'est ce qu'affiche le crack pour les présidentielles prévues cette année, comme l'indique le calendrier électoral. En 57 de la République à Kankan, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a obtenu dans le cadre du budget national 2015 des fonds pour financer la célébration de l'an 57 de l'indépendance nationale dans la région administrative de Kankan, des fonds de paiement au titre des marchés des travaux de réalisation des infrastructures publiques. La passation des marchés se fera par appel d'offres ouvert à tous les candidats éligibles selon l'article 51 du Code des marchés publics. Au regard des contraintes budgétaires actuelles, le ministère apporte une attention au dossier des entreprises ayant capacité de préfinancement des travaux à hauteur de 50%. Les dossiers de candidature seront en 4 copies. Date limite de dépôt, lundi 26 janvier 2015 au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Almamia, commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée. Les plis seront ouverts le même jour à 12 heures. Conakry le 15 janvier 2015, le ministre Alassane Condé.
Nous vous l'annoncions depuis mardi de la naissance à l'hôpital de Donka des frères siamois, 72 heures après la séparation des bébés. Je veux parler de l'intervention chirurgicale n'a pas eu lieu. Ce matin, les siamois ont été transférés au bloc de chirurgie pédiatrique pour d'autres analyses. Rose Pocho nous signe ce reportage. À gauche, la grand-mère des frères siamois. À côté de ces deux médecins, elle suit de près les derniers soins de ses petits-fils avant leur transfert au bloc de chirurgie pédiatrique. Quelques minutes plus tard, les patients siamois sont accompagnés par ce médecin, lui qui était en charge de ces bébés il y a 72 heures. Comme tout enfant qui doit passer au bloc, à savoir, on a mis une voie veineuse périphérique pour chacun, on a mis une antibiothérapie de couverture, à savoir l'ampicilline injectable. Et nous les avons surveillés, leur teint, leurs réflexes archaïques, les réflexes avec lesquels ils sont nés, à savoir la succion, déglutition, l'agrippement, la marche automatique, tout était bon. Depuis leur entrée chez nous jusqu'à ce matin, au moment de leur transfert, il n'y a pas une complication médicale qui a été notée. Donc tous les paramètres vitaux sont normaux. Alors l'équipe de l'INSEE a jugé que les enfants sont aptes à être transférés au service de chirurgie pédiatrique, aux chirurgiens pédiatres qui doivent poser l'acte chirurgical, donc le pronostic qui vont vous le définir. À partir de l'instant, la survie des siamois est entre les mains de médecins du service de chirurgie pédiatrique. À quand donc l'intervention sur les jumeaux? La question reste posée. Le médecin-chef en charge des bébés indique que d'autres analyses doivent encore être effectuées dans les heures qui suivent. Mais en attendant, la mère reste inquiète et tend la main aux bonnes volontés. Très fière. Je remercie le bon Dieu. J'ai eu mes enfants sans césarienne, grâce au bon Dieu. Je remercie aussi les médecins de Donka. Ils m'ont très bien entretenu, moi et mes enfants. Ils n'ont qu'à m'aider. J'évacue mes enfants. Dans les couloirs de l'hôpital, on évoque une possible évacuation de ces frères siamois comme la meilleure solution pour sauver la vie des enfants. À présent, on ouvre le volet riposte anti-Ebola dans le 140 jours d'une mission de la coordination nationale et les représentants des partenaires sanitaires. Objectif, appuyer l'élaboration des plans opérationnels de la stratégie zéro Ebola en 60 jours. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Kamara, Mohamed Lamine Kaba. Dans la région de Farana, l'objectif zéro Ebola en 60 jours est déjà ancré dans les esprits. Ce panel diversifié d'acteurs de la vie sociale se penche sur l'appui des équipes locales afin d'élaborer des plans d'action de riposte. La stratégie est basée sur la prise en charge des cas, la prévention et contrôle des infections ou encore la gestion sécurisée des corps. Pour des partenaires comme l'UNICEF, il faut mettre un accent particulier sur l'ouverture des classes. Il y a la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, donc nous sommes également en train d'accompagner le gouvernement à asseoir un système beaucoup plus sécurisé, disons, et puis sain, sécurisé pour permettre aussi la rentrée scolaire sécurisée aux enfants de la Guinée. Si la coordination nationale de riposte a décrété zéro Ebola en 60 jours, les autorités de Farana, elles parlent de zéro Ebola pour les 15 prochains jours dans leur région. Les 60 jours, c'est pour tout le pays. Par rapport à la stratégie de communication, de contact permanent, de dialogue permanent que j'ai institué avec les citoyens. Un seul petit village de ma région où il y a des réticences. C'est ce dialogue franc, direct, mais avec les cadres ressortissants, non résidents et résidents, qui sont en première ligne de cette communication que j'ai instituée. À Farana, depuis le 6 janvier, 13 cas suspects sont sous contrôle sanitaire dans la localité de Laya Sando, sous-préfecture de Tiro. Au sud-est de la Guinée, plus précisément dans la préfecture de Lola, la réticence persiste dans certaines localités. Des postes frontaliers et centres de transit communautaires ont été incendiés par endroits pour briser cette réticence. Un groupe de ressortissants de Lola sillonne actuellement les localités concernées pour renforcer les mesures de prévention. Reportage à Lola, Amadou Touré, Moussa Keita. À l'image de ce poste frontalier de contrôle d'Ebola de Tuyo, calciné
et ce centre de transit communautaire de Bossou, la réticence à la sensibilisation contre Ebola constitue le véritable obstacle à ces jours dans l'éradication de la maladie à l'intérieur du pays. C'est ici on travaille depuis le mois d'août et jusqu'à maintenant. Donc la nuit du 4, ils ont pris ce centre de Sétocom. Le lendemain, la nuit du 5 au 6, ils sont attaqués à nos 2 hangars. Et comme vous le voyez, c'est ici où nous étions installés lorsqu'on était déployés par la supervision. Ici, on faisait tout, travailler, mentionner, enregistrer tout ce qui se passait au long de cette frontière. Au moins, ce n'est pas en fonction. Face à cette situation, un groupe de ressortissants de la préfecture de Lola à Conakry brise les barrières d'hostilité en se rendant dans plusieurs localités de réticence. Dans la langue du terroir, ils ont passé les messages qui semblent être bien assimilés. Auparavant, on avait mal compris la sensibilisation, mais grâce maintenant à nos parents qui sont venus, nous savons vraiment que la maladie existe. Après 26 morts et plus de 56 contacts, le village de Tuyo, sous-préfecture de Bossou, est coupé du reste des localités de Lola. Les habitants stigmatisés et désœuvrés avec l'arrêt de toutes les activités. Riposte à Ebola encore avec la communauté Lélé de Kissidougou et Guéguédou qui sillonne les localités de Fermessadou, Kassadou et Yombiro pour expliquer les règles d'hygiène afin de briser la chaîne de contamination du virus Ebola. Des kits et des sacs de riz sont offerts aux populations. Explication, Moussa Bangoura. À l'image des autres villes du pays, la communauté Lélé de Kissidougou et Djekedou, vivant à Conakry, s'est rendue dans les communautés de Fermessadou, Kassadou et Yombiro, épicentre du virus Ebola depuis 6 mois. Objectif, sensibiliser cette population au respect des règles d'hygiène afin de rompre la chaîne de contamination. Dans cette dynamique, 122 seaux, 12 tonnes de riz, des cartons de chlore et du savon ont été offerts aux citoyens pour prévenir la maladie. Quand tes parents ont des problèmes, c'est vous qui avez des problèmes. C'est pourquoi nous avons jugé utile. Nous enfants Lélé résident à Conakry. Pour dire que si on est à Conakry, c'est parce qu'ils ont la paix ici. Nous avons pris les dispositions parce que notre confrère qui est Fermessadou, ils étaient déjà attaqués. Mais nous avons pris les devants. Nous avons fait un barrage. Et nous avons sensibilisé nos populations qui sont limitrophes avec Fermessadou de rester tranquilles sur place et surtout d'appliquer les conseils qu'on nous a donnés. Laver les mains, la propreté, ne pas aller, quand il y a un décès d'Ebola, ne pas toucher le corps ni le transporter. Les districts de Wendikoro, Mandou et Wendiron sont les plus touchés avec 36 décès. Une situation qui préoccupe les habitants. Avant même l'arrivée de ces kits, nous avions déjà pris beaucoup de dispositions de concert avec les autorités locales, notamment la CR, la sous-préfecture et beaucoup d'autres cadres. Et nous sommes là permanemment à la sensibilisation. Ce déplacement de la communauté Lélé dans ses localités respectives témoigne une fois de plus l'engagement des ressortissants à bouter le virus maudit hors du pays. En plus bref, le gouverneur de la ville de Conakry convie les élus locaux, leaders religieux, administrateurs des marchés, cadres de la coordination communale de lutte contre Ebola, les forces de défense et de sécurité, guérisseurs, associations, groupements de femmes et jeunes à une réunion de sensibilisation sur les stratégies de lutte contre Ebola à moins de 60 jours le samedi 17 janvier au Palais du Peuple. Une rencontre qui se tiendra sous l'égide du chef de gouvernement. Dans le reste de l'actualité, le Lions Club offre des repas du cœur aux enfants déshérités de la capitale. Cette action de bonne volonté vise à soulager ces enfants qui passent parfois des moments difficiles. Abdurrahman Kouladialo. Initié par le Lions Club Karoukaroundé en association avec les 10 clubs évoluant dans le pays, cette cérémonie vise à partager les repas du cœur avec les enfants des différents orphelinats de Conakry. Une manière pour les organisateurs d'apporter leur soutien moral et matériel à ces déshérités. Les 2 mois, décembre et janvier, ce sont les mois de lutte contre la faim. Donc les Lions s'inscrivent dans le programme. Ils n'ont pas voulu être en reste, donc ils participent à ce programme qui est de lutter contre la faim et de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Le représentant du coordinateur national de lutte contre Ebola a mis l'occasion à profit pour exprimer sa gratitude à l'endroit des organisateurs
pour les efforts consentis en faveur de ces démunis. Lorsque je vois le Lions Club aujourd'hui, ici à Matoto, qui regroupe tous les orphelinats pour encourager ces orphelinats, sensibiliser les enfants, leur trouver des repas, nous ne pouvons que saluer cette initiative et encourager d'autres à le faire. C'est à l'occasion de la Semaine internationale des œuvres sociales de Lions Club, prévue du 10 au 16 janvier 2015, que cette cérémonie a été organisée. En plus bref, un écran géant, une antenne Canal+, un abonnement, un groupe électrogène, c'est un geste du Premier ministre-chef du gouvernement au fond du Kiron de la commune urbaine de Koya. Une bonne nouvelle pour les jeunes de Boufa à quelques jours du début de la fête du foot africain. Et puis le comité de soutien au Sili senior et cadre poursuit la collecte des fonds pour soutenir nos représentants à Malabo et Niamey. Malgré la crise sanitaire, le soutien aux équipes nationales ne faiblit pas. Chacun de son côté et selon ses moyens apporte sa participation au Sili de Guinée. Kadiatou Traoré, ici à la Camara. La caravane de soutien aux équipes nationales pour les CAN 2015 Guinée équatoriale et Niger se poursuit. Plusieurs départements ministériels, sociétés publiques et privées ont reçu la visite du comité interministériel de soutien aux Sili seniors et cadets, présidé par le ministre d'État Oyegui Lavogui. J'appelle tout le monde à la mobilisation et jusqu'à la fin de la compétition, parce que ce qui est sûr, l'équipe nationale sera en finale. Parmi ces ministères et sociétés visitées, quelques-uns se sont démarqués par la valeur de leur contribution. C'est le cas de la société Guico Press, Orange Guinée et l'association des banques. Au niveau du public, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui impressionne. Au moment où tous les pays fuient notre pays, toutes les équipes ont joué leur match de qualification à domicile. Nous, nos jeunes, nos fils, nos enfants, ont quitté la Guinée, ont quitté des pays pour aller jouer à l'étranger et se qualifier. Je me dis que c'est un grand honneur, c'est une grande satisfaction et qui ne peut pas rester comme ça sans être récompensé. Le groupe Orange et le football africain, c'est un long compagnonnage. Le meilleur exemple est que la Coupe d'Afrique des Nations de football est baptisée Coupe d'Afrique des Nations Orange. Ce qui symbolise notre attachement au développement du football africain. Et je souhaite beaucoup de chance à notre équipe nationale. Nous pensons que l'équipe nationale a les talents suffisants pour ramener la coupe, c'est-à-dire nous faire oublier ce qu'on a raté en 1976. Parallèlement au comité de soutien, la Fédération guinéenne de football a fait la présentation des maillots du corps du Sili senior pour la CAN Guinée équatoriale 2015. Justement, la biennale du foot africain, c'est ce dimanche du côté de Malabo, c'est en Guinée équatoriale. L'engouement des supporters pour le tricolore guinéen ne faiblit pas. Ici à Conakry, les supporters prennent d'assaut les rues et portent avec fierté le rouge-jaune-vert. Le reportage est signé Thiernos Mandialo. Elles n'iront pas à Malabo. Pourtant, à l'instar de millions de Guinéens, elles comptent supporter le Sili national jusqu'au bout. Chacune à sa manière exprime son soutien à l'équipe pour la victoire. Pour elle, la CAN a déjà commencé. Je compte sur eux quand même. Et je leur souhaite beaucoup de chance. Et on a confiance en eux quand même. Marqué par une difficile qualification du Sili à la Coupe d'Afrique des Nations, les Guinéens croient aux chances de réussite de l'équipe nationale. Cette dernière va évoluer dans une poule dite de la mort aux côtés du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Assurés de suivre les matchs en direct à la télévision nationale, les supporters lancent une invite à la société publique d'électricité.
Comme les Coupes d'Afrique précédentes, je pense qu'ils ont eu à faire ça. Au moment des matchs, on envoie le courant dans tous les quartiers. Mais quand même, je les supplie cette fois, c'est pour que nous puissions suivre entièrement les matchs des Sud nationales et pourquoi pas toute la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à ce que ça finisse, nous puissions suivre les matchs. C'est notre souhait quand même. Le 20 février à Malabo, le Stade national de Guinée doit livrer son premier match contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'attente de cette première sortie, les Guinéens nourrissent l'espoir d'un exploit historique. En plus bref et en image, avec l'arrivée de la dépouille du désormais ancien ministre de la Culture, Hamedi Tidiane Cissé, ce soir par le régulier Air France, décédé le 6 janvier dernier, le sud de Maladi. Le gouvernement à sa tête, le Premier ministre, parents, amis et hommes de culture étaient là pour témoigner leur compassion. Consternation et tristesse se lisaient sur les visages. Repose en paix, grand maître. Enfin, cette triste nouvelle qui vient aussi de nous parvenir, la presse guinéenne est en deuil. Le journaliste Thierno Diallo, connu sous le nom de Bebel, fondateur du journal La Vérité, a tiré sa révérence ce matin à son domicile de Kipé, à quelques heures seulement de son arrivée du Maroc. Que son âme se repose en paix. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Vous serez demain avec Alia Kamara. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie.